Bonjour, voici une nouvelle vidéo d'électromagnétisme qui va porter sur la propagation des ondes électromagnétiques. Comme le nom l'indique, il s'agit de propagation des ondes et je conseille aux étudiants de jeter un coup d'œil sur une très belle partie de la physique qui est la physique ondulatoire, qui est à la base de tout ce qui est optique ondulatoire et c'est même très utile pour la mécanique quantique. Alors, voici le plan de cette vidéo. Je vais rappeler les équations de Maxwell. Et puis, on fera un petit rappel sur la physique des ondes, parce que sinon, ça prendra beaucoup de temps. Et puis, je discuterai la propagation des ondes électromagnétiques. Je regarderai avec vous la traduction complexe des opérateurs vectoriels, comment ils s'écrivent. Et puis, on parlera tout simplement du flux d'énergie électromagnétique et du vecteur Poynting. Alors voici les équations de Maxwell avec la forme intégrale et la forme différentielle. Vous en avez 4 et comme on peut le voir, nous avons ici la divergence des champs électriques, c'est la densité volumique de charge sur epsilon dans un milieu quelconque. La divergence de B qui est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de monopole magnétique et le flux des champs magnétiques est conservatif. Vous avez la rotationnelle de E qui est égale à moins dB sur dt, et ça c'est le mariage forcé, je veux dire, entre l'électricité et le magnétisme. D'accord, c'est l'induction. Et puis vous avez la dernière équation, rotationnelle de E qui est égale à J, plus un courant de déplacement, une densité de courant de déplacement qui est injecté par le champ électrique qui varie dans le temps. Alors, on a vu dans une vidéo précédente que cela se ramène à une équation dite d'Alembert, qui est le Laplacien du champ électrique est égal à 1 sur c au carré, la dérivée seconde du champ électrique par rapport au temps. La même chose pour le champ magnétique, H. Bon, C ici c'est égal à 1 sur racine de mu 0 epsilon 0, c'est à peu près 300 000 km par seconde. Et elle désigne la vitesse finie de la lumière. Toutes les autres vitesses, dans d'autres milieux, ce sera 1 sur racine de mu et epsilon qui sera bien évidemment plus petite, comme on le verra un peu plus loin, dans des milieux autres que le vide ou éventuellement l'air. Ces deux équations, comme on a dit, représentent ce qu'on appelle les équations d'Alembert. Un petit rappel sur la physique des ondes, et j'insiste et je suggère que les étudiants révisent un tout petit peu la physique ondulatoire. Dans le polycopier du cours, ils peuvent avoir 10 idées, mais j'ai développé quand même quelques idées importantes dans le cadre de cette vidéo. Alors une onde, c'est la propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Et se déplace avec une vitesse déterminée, mais bien sûr qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Il existe à vrai dire 3 types d'ondes, des ondes mécaniques qui ont besoin d'une matière pour se propager, comme le sang, comme les vibrations sur un métal, etc. Donc la substance... Voici donc, comme j'ai dit, quelques exemples des ondes mécaniques par exemple. L'air qui va entrer en collision avec des molécules, ces molécules vont se heurter à d'autres molécules et de proche en proche, vous avez une pression-dépression jusqu'à l'arrivée de l'information sonore à des détecteurs tels que l'oreille par exemple. Vous avez les ondes électromagnétiques qui ne nécessite pas de support physique. Longtemps, on a cru que, à l'image du son, qui ne se propage pas dans le vide, que les ondes électromagnétiques également avaient besoin d'un support matériel qu'on a appelé l'éther, mais les expériences de Michelson-Morley, les études très détaillées ont montré qu'on n'a pas besoin de cette notion de l'éther. De toute façon, même en mécanique quantique, toute chose qui n'est pas observable, qui ne réagit avec rien du tout, mais on n'en a pas besoin dans la physique. Vous avez aussi les ondes gravitationnelles, ça c'est nouveau, elles étaient prédites à peu près il y a un siècle par Einstein dans le cadre de la relativité générale.
Nous avons montré depuis 2015, avec les expériences détection des ondes gravitationnelles, qu'ils n'ont pas besoin de support matériel et se propagent également à la vitesse de la lumière. En fait, il s'agit de déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent. Ce n'est détectable que quand il s'agit, par exemple, des collisions de deux trous noirs ou des étoiles à neutrons, pour que l'amplitude de déformation de la géométrie de l'espace-temps soit détectable. Alors, voici une idée sur le spectre de la lumière. Bon, généralement, chaque onde est caractérisée par une longueur d'onde. Eh bien, la lumière va dépendre de sa longueur d'onde, de sa fréquence. Les gens parlent de couleurs, mais pour les physiciens, on parle surtout de longueur d'onde parce que les couleurs, c'est pas très objectif. Il y a des gens, les daltoniens par exemple, qui confondent le rouge et le vert. Alors, le spectre électromagnétique commence par de très basses fréquences. Ici, par exemple, le 50 Hz ou 60 Hz, comme on a dans le courant domestique, transport aussi de l'énergie électrique, bah, c'est des basses fréquences. Vous avez aussi les très basses fréquences ici qui sont utilisées dans les ordinateurs, par exemple. Et vous avez les ondes radio, bah, comme le nom l'indique, c'est pour les radios, c'est ce qu'on utilise pour FM, par exemple. C'est des mégahertz et ça s'approche un tout petit peu des gigahertz. Et puis vous avez des micro-ondes, c'est 10 gigahertz, de 10 puissance 8 à 10 puissance 12 à peu près. Eh ben, pour les GSM, pour le four micro-ondes et pour communiquer avec les satellites parce que l'atmosphère a des bandes passantes dans ce domaine-là. Et puis vous avez le rayonnement infrarouge très important en biologie, par exemple. Vous avez des animaux qui sont, ou des insectes qui sont très sensibles aux infrarouges, tels que les serpents, les tigres, par exemple. Puis vous avez la lumière visible, qui est une toute petite partie, qui est très utile pour les humains. Et il faut savoir que l'œil humain était adapté pour voir avec le meilleur de l'énergie solaire qui arrive au niveau de la mer, c'est-à-dire la sensibilité de l'œil humain normal est maximum vers 550 nanomètres, et c'est là où la densité monochromatique d'énergie du soleil est maximale. Puis vous avez les rayonnements UV, bon, on a des lunettes pour dire qu'il s'agit des UV, et ça c'est très dangereux, bon, on l'utilise pour stériliser, il y a des lasers UV, etc. Puis les rayons X qui étaient découverts par hasard, c'est pour cela que ça porte encore le nom rayon X, et c'est des rayons très énergétiques qui sont très nocifs, mais on fait beaucoup de technologies grâce aux rayons X. Et je rappelle, les faisceaux de particules chargées très accélérés vont rayonner d'après les équations de Maxwell. Il faut faire attention quand on a un faisceau d'électrons dans un cyclotron, par exemple, qui est accéléré, ben, il y a des rayons X, il faut se protéger. Puis vous avez les rayons gamma, ben les rayons gamma ben, ce sont des rayonnements qui proviennent du noyau, qui sont très énergétiques. Et on voit que à partir de 10 puissance 22 jusqu'à 10 puissance 30, par exemple, en Hertz. Alors, physiquement parlant, une onde est un champ, c'est-à-dire une zone de l'espace dont les propriétés sont modifiées. On affecte alors à chaque point de l'espace des grandeurs physiques scalaires ou vectorielles, par exemple scalaire, la pression, la température. Et pour les ondes sonores, ben, pour le champ électrique, on a le potentiel vecteur magnétique, on a le champ magnétique et on a le champ électrique. Alors, les ondes oscillantes peuvent être périodiques. Ben, c'est l'exemple, par exemple, quand on laisse tomber un petit caillou, un morceau de craie sur une surface d'eau tranquille, au repos, ben, on verra des rides, comme on le verra tout à l'heure. Vous avez l'onde acoustique qui a besoin d'un support matériel. Le son ne se propage pas dans le vide. Ben, si vous êtes sur la Lune, c'est quasiment le vide. Vous allez voir vos lèvres qui bougent, mais vous n'allez pas vous entendre.
L'onde de choc, par exemple, c'est les avions, c'est les balles qui sont tirées à des vitesses qui sont très grandes, qu'on appelle les supersoniques. Mach 1, c'est 340 mètres par seconde, c'est à peu près 1224 km par heure. Et ça, c'est dans les conditions normales de température et de pression. Quand il fait froid, la vitesse du son est un peu plus petite. Et on a à peu près dans l'air la vitesse du son est à peu près égale à 20 fois racine de la température, si la température est donnée en degrés Kelvin. La mécanique quantique aussi s'y met parce que, depuis De Broglie en 1924, a fait le chemin inverse d'Einstein qui avait associé des corpuscules à une onde, c'est la dualité entre corpuscules pour la lumière. Et De Broglie en 1924, dans sa thèse, a dit pourquoi pas faire le chemin inverse et dire que les particules, mais surtout les subatomiques qui sont très légères, peuvent avoir un comportement ondulatoire, ce qui a été vérifié par la diffraction des électrons, la diffraction des neutrons, etc. C'est quelque chose qui a fait une percée énorme dans la physique. Dans l'onde sonore, le mouvement local des molécules d'air se fait dans la même direction que la propagation de l'énergie. Et on parle d'une onde longitudinale. Les directions longitudinales et transverses se réfèrent à la direction de propagation de l'énergie. Quand vous avez la déformation qui se fait perpendiculairement à la direction de propagation, on parle d'onde transversale ou transverse. Sinon, dans le cas où la déformation se fait dans le même sens, dans la même direction que celle de propagation, on parle d'onde longitudinale. Voici un exemple ici, un ressort quand on comprime. Vous avez la propagation ici de cette compression qui va se propager dans la direction de propagation. Et ça, c'est une onde longitudinale. Par contre, quand on fait l'image d'une corde avec laquelle les enfants jouent, on voit que la déformation se fait dans ces directions perpendiculaires à la direction de propagation. Et ça, c'est une onde transversale. Ici, vous avez les petites vagues. Donc, si on laisse un bouchon, il va monter et va redescendre. Donc, et ici, la vague ne se déplace pas, mais c'est une onde, tout simplement, qui se propage. Et comme la hauteur est perpendiculaire à la direction de propagation, qui se fait dans tous les sens, ici en 2D, on parlera aussi d'une onde transverse. Alors, pour les ondes électromagnétiques, il faut savoir, quand on déplace des charges électriques, les champs magnétiques et électriques locaux vont varier pour s'adapter à la variation de la position des charges. Et c'est comme ça qu'ils produisent une onde électromagnétique. C'est une onde transverse et peut se propager, suivant les trois directions que vous connaissez. Dans ce cas, l'onde n'a pas un déplacement de matière. Il n'y a pas de déplacement de matière. La preuve, c'est qu'il se déplace même dans le vide. Vous avez ici en bleu le champ électrique qui va osciller avec le temps, dans l'espace. La même chose pour le champ magnétique, mais qui est perpendiculaire, ça on le verra un peu plus tard. Et du coup, nous avons une onde avec deux champs électriques et magnétiques qui sont croisés, qui se déplacent à une vitesse qui dépend du milieu. Dans le vide, on avait dit 300 000 km par seconde. Alors, si on regarde le côté spatial, la longueur d'onde, c'est tout simplement la distance, la plus petite distance entre deux minima, entre deux maxima. Le cas le plus simple d'une onde progressive périodique est une onde monochromatique unidimensionnelle. Alors on va se mettre d'accord sur le fait que l'onde monochromatique, physiquement, il n'existe pas. Il y a toujours une petite fourchette de fréquence ou de longueur d'onde, comme on le verra un peu plus loin. Ici, on va se limiter à un cas unidimensionnel pour la compréhension, la généralisation est vite fait. Si l'on prend par exemple un cliché à un moment donné, on voit que les propriétés du milieu varient d'une manière sinusoïdale en fonction de la position. On a donc une périodicité spatiale, comme on vient de le voir pour le champ électrique et magnétique. La distance entre deux maxima s'appelle la longueur d'onde et est notée lambda. Si l'on prend des photographies successives, on voit que ce profil se déplace à une vitesse selon une vitesse de phase. C'est-à-dire les oscillations elles-mêmes peuvent changer avec une certaine vitesse qu'on appellera vitesse de phase, qu'on verra un peu plus loin. Si l'on se place à un endroit que l'on relève l'intensité de phénomène en fonction du temps, on voit aussi
que la variation de l'intensité se fait d'une manière sinusoïdale, et on a aussi une périodicité temporelle qu'on appellera période tout simplement, une OTT. Donc si une onde est caractérisée par une période T et une longueur d'onde lambda, on peut définir la longueur d'onde comme étant la distance parcourue par l'onde durant une période. Et comme la vitesse est constante, c'est un mouvement rectiligne uniforme, lambda est égal à V fois T, V étant la vitesse de propagation. Étant donné que la fréquence par définition, j'ai noté ici F, est égal à 1 sur T, lambda est égal à V sur F. La fréquence d'une onde ne change pas en passant d'un milieu vers un autre, mais ce qui peut changer, c'est tout simplement la vitesse de propagation. Par exemple, dans le verre, elle est 1,5 fois plus petite que celle dans la lumière, dans le vide. Et lambda, bien sûr, va dépendre de la vitesse, et par conséquent, quand une onde passe d'un milieu homogène vers un autre milieu, deux choses changent, c'est la vitesse et la longueur d'onde. Et pas la fréquence. La fréquence, c'est quelque chose d'intrinsèque qui est l'énergie de l'onde. Une onde progressive unidimensionnelle se modélise par une fonction, par exemple, AX de t dépend de la position et du temps d'amplitude A, X étant la position dans l'espace. Un vecteur, généralement, était l'instant considéré. Une très grande famille de solutions d'équations de propagation des ondes sont des fonctions sinusoïdales, sinus et cosinus, mais il y en a d'autres, bien sûr. On montre également que tout phénomène périodique continu peut se décomposer en fonctions sinus et cosinus. C'est les séries de Fourier ou la transformée de Fourier. Les ondes sinusoïdales sont donc un objet très intéressant, très pratique à étudier, parce que de toute façon, pour les autres fonctions, on peut utiliser le développement en série de Fourier. Alors, on va prendre par exemple une onde sinusoïdale A de x de t égale à une amplitude sinus de oméga t moins bêta fois x plus phi. Alors, on va appeler tout simplement A0 l'amplitude. Oméga, c'est la pulsation, elle est donnée en radians par seconde. En fait, par définition, c'est la dérivée de la phase. L'argument du sinus, voilà, tout ça, c'est l'argument du sinus. Si on le dérive par rapport au temps, on trouve bien oméga, donc c'est tout simplement la dérivée de l'argument du sinus, ce qu'on appelle la phase. Bien. Si par exemple t égale à 0, x égale à 0, d'accord, on aura une phase à l'origine qu'on appellera phi, d'accord. Si je fais x égale à 0, t égale à 0, la phase devient phi, mais la phase absolue d'une onde n'est pas mesurable, c'est relatif. Le vecteur bêta qu'on appelle le vecteur d'onde, lorsqu'on on se place sur un seul axe, ce vecteur est un scalaire et appelé nombre d'ondes. Donc le module de bêta, c'est tout simplement le nombre d'ondes. C'est ce que ça veut dire tout simplement le nombre d'oscillations que l'on dénombre sur 2 π unités de longueur. Donc on a une longueur de π, on regarde il y a combien d'oscillations, c'est le nombre d'ondes et ça porte bien son nom. On a pour la nombre du vecteur d'onde, bêta est égal à 2 π sur lambda. Voilà. La pulsation s'écrit en fonction de la fréquence f. Oméga est égal à 2 π f, mais c'est égal à 2 π sur t. D'accord ? La vitesse de phase est définie par oméga, la pulsation, sur le nombre d'ondes, c'est égal à lambda sur t. D'accord ? Parce que nous avons oméga est égal à 2 π sur t. D'accord ? Et nous avons bêta égal à 2 π sur lambda. Les 2 π vont s'en aller et on aura tout simplement lambda sur t. Et qui est égal à lambda fois f, parce que 1 sur t est égal à f. Une autre écriture permet de ne faire apparaître que la période temporelle et la période spatiale. Donc, au lieu d'écrire ça, je vais tout simplement remplacer oméga par 2 π fois la fréquence, mais c'est 1 sur t fois petit t. Donc, je compare le temps et la période, et je compare la distance par rapport à la longueur d'onde, plus la phase à l'origine. Alors, on distingue plusieurs sortes d'ondes. Les ondes longitudinales, on a dit que
Les points du milieu de propagation se déplacent localement selon la direction de perturbation, d'accord, longitudinale, la compression, la décompression d'un ressort, le son dans un milieu, son cisaillement, etc. Les ondes transversales ou les points du milieu de propagation se déplacent localement perpendiculairement au sens de la perturbation, de sorte qu'il faut faire intervenir une grandeur supplémentaire pour décrire ce type d'ondes, les ondes de tremblement de terre, les ondes électromagnétiques. Ce sont des exemples, on parle pour décrire ceci de polarisation. On verra ça un peu plus tard. Le milieu de propagation d'une onde peut être tridimensionnel, onde sonore, lumineuse, etc., ou bidimensionnel, comme quand on laisse tomber une pierre sur une surface d'eau au repos, d'accord, ou unidimensionnel, onde sur une corde vibrante, par exemple, quand on a une corde de guitare. Une onde peut aussi posséder plusieurs géométries, planes, sphériques, etc., du moment qu'elle respecte l'équation différenciée de deuxième ordre, l'équation de Lambert, c'est une solution qu'on ne peut pas négliger. Elle peut également être progressive, stationnaire, évanescente. Progressive, elle avance, stationnaire, il y a des réflexions sur un obstacle et puis ça revient. Il y a des modes de vibration qui vont s'installer. Elle est progressive quand on s'éloigne de la source, une onde qui commence quelque part, qui commence à s'éloigner, ça c'est une onde progressive. Et s'en éloigne indéfiniment si le milieu est infini. Et si le milieu est borné, il peut se réfléchir sur les bords de la sphère comme la Terre. Vous avez des ondes de vibration sur la surface de l'eau des océans qui fait le tour de la Terre. D'un point de vue plus formel, on distingue également les ondes scalaires qui peuvent être décrites par des nombres scalaires. On a dit, par exemple, le son, c'est la température, la pression, la densité. Voilà, le son dans les fluides. Et les ondes vectorielles, telles que, par exemple, l'onde électromagnétique, où il y a des vecteurs, champ électrique, champ magnétique, et le champ potentiel vecteur magnétique. Et vous avez des ondes qui font appel à des tenseurs d'ordre 2, c'est le cas des ondes gravitationnelles de la relativité générale. Alors, deux vitesses peuvent être associées à des ondes. On a la vitesse de phase et la vitesse de groupe. La vitesse de groupe, qu'on appelle la célérité, tout simplement, c'est la dérivée de la pulsation par rapport au nombre d'ondes. Et la vitesse de phase, c'est oméga sur bêta, le nombre d'ondes. Et si on est dans un milieu non dispersif, par exemple l'air déjà, et le vide, eh bien à ce moment-là, on a la vitesse de phase qui coïncide avec la vitesse de groupe. La vitesse de groupe, c'est avec la vitesse avec laquelle l'information est transportée. Par contre, la vitesse de phase, c'est la vitesse qui caractérise le changement des phases de l'onde elle-même. Pour une onde électromagnétique, la vitesse de propagation sera généralement 2 temps plus grande que le milieu est dilué. L'air, par exemple, un calcul détaillé montrera que l'indice de réfraction de l'air n'est pas très loin de 1, qui est l'indice de réfraction du vide. Le vide sous-entend qu'il n'y a pas de matière parce que le vide absolu n'existe pas. Dans le cas général, il faudrait tenir compte des propriétés électromagnétiques du milieu qui peuvent compliquer la propagation ou rendre le problème physique plus complexe, mais ça se traite ne serait-ce qu'avec des approximations. La notion d'onde monochromatique est très importante pour comprendre, mais il faut savoir qu'il n'existe pas parce qu'il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg. Quand vous avez une raie spectrale, il a une certaine largeur naturelle, d'accord, qui dépend de ses durées de vie, et comme l'énergie subit aussi le principe d'incertitude, il y aura toujours une petite largeur naturelle. Mais une onde monochromatique, ça veut dire qu'il devra durer d'une manière infinie, un temps ou une durée infinie. Et ça n'existe pas. Donc, c'est juste une tournure d'esprit pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe pour une onde monochromatique. Alors, on a quelques définitions qui sont très importantes. On dit qu'un milieu matériel est linéaire
Si la perméabilité magnétique mu et la permittivité diélectrique epsilon ne dépendent pas des champs appliqués, un milieu matériel est dit homogène si ses propriétés sont les mêmes en tout point de ce milieu. Un milieu matériel est dit isotrope si ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Il y a des cristaux qui se comportent différemment si la lumière les traverse dans une direction ou une autre. Équation de propagation. Alors l'équation de propagation va partir des équations qu'on a démontrées dans une vidéo précédente, c'est-à-dire l'équation d'Alembert. Eh bien, voici l'équation pour E. C'est le Laplacien de E qui est égal à 1 sur C au carré, la dérivée seconde, dérivée partielle seconde du champ électrique par rapport au temps. Idem pour le champ électrique. Ici, bien sûr, j'ai mis C parce que nous travaillons dans le vide. Alors, ces équations sont la forme de Laplacien d'une fonction S qui est égale à 1 sur V au carré d2S sur dt2. Alors, ce sont des équations de propagation parce qu'ils établissent une relation entre les dérivées secondes d'espace, dans le cas ici, c'est d2S sur dx2 plus d2S sur dy2 plus d2S sur dz2 qui est égal à ça, mais ça c'est la dérivée seconde temporelle. C'est une expression différente de la propagation, de l'équation de diffusion pour laquelle les dérivées partielles secondes d'espace sont reliées à la dérivée première du temps. Donc ici on aura un ds sur dt pour la diffusion. Donc pour la propagation, c'est les dérivées secondes d'espace et de temps. Pour la diffusion, on aura dérivée seconde d'espace et dérivée simple, première, de temporelle. Donc, on voudrait chercher des solutions, trouver une fonction qui satisfait cette équation-là, qui soit une onde plane. On va supposer qu'il se déplace dans la direction des x étant un vecteur unitaire qui donne la direction. On se met à la recherche de S égale à S x de t. On s'interroge sur la forme de S, mais on sait qu'il doit vérifier l'équation ici pour x. On procède à un changement de variable et on pose P égale à t moins x sur v et Q égale à t plus xv. Quand je veux calculer la dérivée partielle première de S par rapport à X, c'est ds sur dp, dp sur dx, plus la même chose par rapport à Q. Et dp sur dx, quand je calcule, ça donne tout simplement moins 1 sur V. La même chose ici, dq sur dx, c'est égal à plus 1 sur V. On obtient alors ds sur dx égale à 1 sur V, ds sur dq moins ds sur dp. Donc c'est vraiment un changement de variable classique. En procédant de la même manière, on trouvera que la dérivée seconde de S par rapport à X, c'est d sur dp de ds sur dx fois dp sur dx, d'accord? On fait comme tout à l'heure, la même chose pour Q, mais on a déjà calculé ds sur dx qui est là, d'accord? Eh bien, en arrangeant les termes, on trouve que c'est 1 sur V au carré dérivée seconde de S sur dp2, moins ce terme conjugué, ou 2 d2S sur dp dq, plus la dérivée seconde, là c'est symétrique. De manière analogue, on va regarder la partie temporelle, dp sur dt, c'est tout simplement 1, et dq sur dt, tout simplement 1 aussi, d'après la définition de changement de variable. Finalement, ds sur dt, je fais comme tout à l'heure, je décortique, ds sur dp, dp sur dt, je fais la même chose ici. Voilà ce que ça donne, parce que dq sur dt, c'est 1, et la même chose pour ici. Donc, je trouve ça. En dérivant encore une deuxième fois par rapport au temps, on trouve ce terme-là de la même manière. Or, on sait que l'équation de propagation, c'est le Laplacien de S égale à 1 sur V au carré d2S sur dt2. Donc, je vais prendre celle-là ici, je la mets ici, et je prends ce résultat, je multiplie par 1 sur V au carré, je fais l'égalité. Ceci implique que ces deux termes-là, ce terme-là doit être égal à 0, mais
une façon de le résoudre, ce serait de dire que S est égal à S de PQ, d'accord, égale à une fonction de P plus une fonction de Q. Ou finalement, S qui est égal à S de XT, donc je refais une marche arrière sur le changement de variable, bah c'est G de T moins XV sur V plus H de T plus XV. Alors, on peut interpréter ça en disant que le terme G de T moins X sur V, c'est une onde qui se propage vers les X croissants. Donc, si moins veut dire X croissant, et ça se déplace avec la vitesse V. Ici, ça va dans les X négatifs, c'est-à-dire correspond à une onde vers les X décroissants, dans l'autre sens de l'axe des X. Une onde est dite monochromatique lorsqu'il n'est composé que d'une seule longueur d'onde, ou une seule fréquence, ce terme étant emprunté à l'optique du visible, mais peut s'appliquer sans remords à toutes les ondes électroniques présentant cette propriété. Onde plane progressive monochromatique. On va s'intéresser à une onde progressive monochromatique qu'on dit sinusoïdale se propageant suivant la direction des X. On va poser Gx égale à G0 sinus oméga t moins xv plus une phase, où G s'écrit avec un cosinus ou une combinaison des deux. Mais on peut aussi utiliser la notation complexe en disant tout simplement que le complexe de G ici, c'est G0, EJ oméga, et je fais ici, donc ça regroupe le sinus et le cosinus. L'étude des ondes est fondamentale car la transformation de Fourier peut nous assurer que les ondes peuvent se ramener à une somme éventuellement infinie sur des ondes monochromatiques et ça vaut la peine de travailler avec les ondes sinusoïdales. Voici un exemple qui est traité. Nous avons une onde progressive monochromatique se propageant suivant direction X. On donne le champ électrique tel que EX à composante X égale à 0. E0, EY, c'est E0Y sinus oméga t moins, etc. La même chose sur Z, donc on a deux composantes. Je peux l'écrire d'une autre manière, oméga c'est 2πf tout simplement, et je fais ça ici, je peux l'écrire avec tout ce que je veux. Le champ d'induction magnétique associé à cette onde est obtenu à partir des équations de Maxwell. On fera une autre vidéo où on va traiter un cas complet. Nous avons Bx égale à 0, By, à partir des équations de Maxwell, va nous donner tout simplement que By égale à moins B0y sur V, sinus oméga fois T moins XV, qu'on peut écrire en fonction de la fréquence, la même chose pour Z. On peut remarquer que B et E sont en phase, mais ils sont orthogonaux. On y reviendra plus tard. On va parler ici un peu de la polarisation. En fait, la polarisation, ça indique la direction d'oscillation du champ électrique. Nous avons le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique engendre une force F égale à Q fois E qui va faire un travail. Et nous avons déjà dit que le champ magnétique a une force qui ne travaille pas, la force de la place QV vectoriel B. Donc, on a privilégié le champ électrique pour indiquer la direction de polarisation. Donc, prenons par exemple un champ E qui a deux composantes EY et EZ. E0Y sinus, la même chose pour EZ, avec un petit déphasage. Cette représentation dessine à un instant T l'amplitude de champ électrique dans les directions Y et Z, X étant vers la droite. Donc ça c'est X, d'accord, et nous avons Y et Z ici. Alors l'extrémité du vecteur du champ électrique, E, décrit alors une ellipse dessinée en noir. D'accord ? Alors, au cours du temps, lorsque l'onde se propage suivant X, le motif se translate vers la droite. Donc, ce motif va se translater, c'est une onde plane. Donc, on a des plans où on a ce champ qui va décrire une ellipse. On se met alors à la place d'un observateur situé à une abscisse X donnée qui pointe vers le vecteur unitaire E. Donc, on se met quelque part et que je regarde ici. Au cours du temps, l'observateur voit le champ électrique tourner, donc il le voit tourner, d'accord ? Et il décrit une ellipse. L'extrémité de ce vecteur décrit dans le cas général une ellipse. Ça peut se ramener à un cercle ou ça peut se ramener
à une droite par exemple. L'observateur situé dans le plan bleu voit à l'extrémité décrire l'ellipse. Donc ici, avec les équations que j'avais données du champ électrique, Ex égale à 0, Y différent de 0, Ez différent de 0, si phi est égal à 0, on parle de polarisation rectiligne. On voit ici un trait. Si nous avons phi égale à pi sur 2, c'est modulo pi, bien sûr, hein, c'est la trigonométrie. Et si les deux amplitudes sont les mêmes, on a une polarisation circulaire. Pour phi quelconque, on a une polarisation elliptique. La notation complexe est très intéressante dans le cadre de l'électromagnétisme. Quand on a un nombre plein de progression monochromatique, et s'écrit comme la partie EY, par exemple, l'exemple qu'on vient de traiter, plus la partie Z fois les vecteurs unitaires UY, EZ. On va définir un vecteur d'onde, bêta, qui est égal à 2pi fois la fréquence sur la vitesse de propagation fois x, d'accord? Parce que c'est la direction de propagation, on a choisi x. C'est égal à oméga sur v fois x. Je peux travailler avec la vitesse, la longueur d'onde. Je peux travailler avec la fréquence, donc on a le choix. Et bêta étant le nombre d'ondes en radians par mètre. Donc finalement, E est égal à E0y sinus oméga t moins bêta x y. Donc je remplace tout simplement ce x ici, hein, d'accord? Le oméga, ça c'est oméga t, et oméga sur v, ce n'est autre que bêta. Donc ici, je vais avoir oméga qui va venir ici, sur v, ça fait bêta, mais je le prends vectoriellement et je fais le produit scalaire avec x. La même chose ici, d'accord? Bêta, produit scalaire x plus phi, parce qu'il y a un déphasage, uz. Alors on peut introduire une notation complexe, d'accord, tel que le vecteur champ électrique est la partie réelle du vecteur champ électrique complexe. On va prendre tout simplement E égale à E0 UY plus E0Z EJ phi, parce qu'on a ce terme-là, le tout fois EJ oméga t moins bêta x, c'est-à-dire ce terme-là, est égal à E0, d'accord, EJ oméga t moins bêta x. Voilà. Et E0 ici, ça veut dire quoi? Tout simplement tous ces termes-là. Si une onde de plane monochromatique se propage dans la direction des sens d'un vecteur unitaire U, on fait la même chose. On écrira bêta égale 2pi f sur v fois U, la même chose ici avec oméga, la même chose avec lambda, b étant toujours le nombre d'ondes. De la même manière, on montre qu'on a un point M de l'espace tel que OM égale à R. Au lieu de X, ça généralise dans les différentes directions. On a la même chose. E0, E, J, J au carré égale moins 1, c'est le nombre complexe J. Oméga T, moins bêta X. Ici, je vais avoir mon produit scalaire de bêta avec R. Et voilà, je peux écrire que E0, à partir des équations de Maxwell, ce n'est autre, on verra ça un peu plus loin, c'est moins J oméga A0, A0 étant l'amplitude vectorielle du potentiel vecteur. B0 égale moins J bêta vectoriel A0, d'accord? Ou bien c'est égal à B bêta sur oméga vectoriel E0, c'est ce qu'on appelle la relation de structure. Alors on va traduire un peu ces complexes des opérateurs vectoriels. Dans les équations de Maxwell, on avait obtenu S égale à S0, etc. Ça, c'est pour une onde plane. La dérivée temporelle, c'est tout simplement J oméga. Quand on calcule la dérivée temporelle, on va trouver tout simplement J oméga. Donc là, on a une dérivée partielle par rapport au temps. Je la remplace par J fois oméga. La divergence, quant à elle, est remplacée par moins J. Le vecteur d'onde produit scalaire, la suite. Divergence de E, c'est moins J, bêta, produit scalaire, le champ électrique E. Le rotationnel, quant à lui, il est remplacé par J, bêta, mais avec le produit vectoriel. Dans ces conditions, on peut écrire, tout simplement, réécrire les équations de Maxwell
On avait divergence de E égale à ρ sur epsilon, ben ça donne moins J bêta produit scalaire E égale à ρ sur epsilon 0. Divergence de B égale à 0, ben divergence, ben il suffit tout simplement de remplacer div par moins J bêta produit scalaire B. Rotationnel de E, ben c'est tout simplement moins dB sur dt, mais dB sur dt c'est J oméga. Donc tout simplement, J rotationnel de E c'est J bêta vectoriel E, et ici c'est moins J oméga bêta. La même chose ici, rotationnel de H c'est JB vectoriel H égale à J plus J oméga epsilon, d'accord, et E parce que la dérivée par rapport au temps c'est remplacé par J oméga, c'est ce que nous avons ici. Alors, propagation de l'énergie électromagnétique. Et onde électromagnétique se propageant dans le vide transporte de l'énergie. Bien sûr, on a vu dans l'expérience de Hertz, la lumière s'est propagée, elle a engendré un courant d'induction dans une boucle qui peut allumer une lampe. Et par effet jeu, on sent qu'il y a de l'énergie qui a été dissipée dans l'ampoule, par exemple. Tout champ électrique possède une énergie de densité volumique, d'accord, on joule par mètre cube, WE égale à 1 demi epsilon 0 E au carré. La même chose pour le champ magnétique, ça voir dans le cours, c'est pas difficile à démontrer. Or, l'équation de Maxwell s'écrit rotationnelle de H égale à J plus epsilon dE sur dt, et dans le vide, on prend J égale à 0, epsilon égale à epsilon 0. Donc, rotationnelle de H égale à epsilon 0 dE sur dt. Je fais un produit scalaire à gauche ici, E, produit scalaire rotationnel de H. La même chose pour le terme de droite. Je fais le produit scalaire avec E. Mais comme divergence de E vectoriel H est égale à H, produit scalaire rotationnel de E, moins l'inverse, c'est-à-dire moins E, produit scalaire rotationnel de H. Facile à démontrer. On obtient E rotationnel de H, c'est égal à H rotationnel de E, ici, moins divergence, d'accord, celui-là vient ici, moins divergence de E de produit vectoriel H. Finalement, si je regarde rotationnel de H, mais je sais que rotationnel de H, c'est epsilon, d'accord, voilà, rotationnel de H, c'est epsilon 0 dE sur dt. Donc, je remplace rotationnel de H par ça. Je fais la même chose, H ici, rotationnel de E, mais rotationnel de E, on le connaît, d'accord, c'est dH sur dt, voilà, avec mu 0. Et puis, je remplaçais tout simplement ici rotation de E par cette partie-là, avec un signe moins, d'accord, moins divergence de E vectoriel H. Finalement, ce terme-là passe de l'autre côté, et on a divergence de E vectoriel H égale à epsilon 0 E dE sur dt, d'accord. Ici, le epsilon 0, il est sorti. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et ça donne tout simplement moins divergence de E vectoriel H égale à 1 demi, parce que ça, c'est celui-là, si je le mets ici, bah, ça donnera 1 demi epsilon 0 D2 au carré sur dt, la même chose ici, parce que dE au carré sur dt, bah, ça fait un facteur 2, ça marche, et ça donnera dE sur dt, la même chose pour l'autre. Donc ici, j'ai un champ électrique, un champ magnétique qui sont croisés, ça c'est une onde plane, il se propage, et on voit que E vectoriel H dans cette direction-là, qui est la direction de propagation. Donc j'insiste, ce vecteur E vectoriel H indique la direction de propagation. Donc finalement, si j'avais moins div de E vectoriel H égale à ça, ben je prends l'intégrale sur un volume, je fais la même chose, et finalement, je peux passer de la divergence à une intégrale sur la surface fermée contenant ce volume, d'accord, ds, ben, et ça c'est égal tout simplement à d sur dt, je la passe de l'autre côté. Voilà, et ça c'est la variation de la densité totale d'énergie électromagnétique. Ça c'est la partie électrique et ça c'est la partie magnétique qu'on joue par mètre cube.
Ce terme-là représente l'augmentation de l'énergie électromagnétique dans le volume V. Ce terme-là représente donc l'énergie électromagnétique transportée. Ben, il y a une partie qui est transportée, une partie qui est transportée, une partie qui est déposée. Donc, il y a par conservation d'énergie. Alors, ce vecteur-là, P, E vectoriel H, qui est égal à E vectoriel B sur B, est appelé vecteur de Poynting. Le module est un flux d'énergie par unité de surface en watts par mètre carré. Donc, cette quantité-là, l'intégrale sur une surface fermée de flux du vecteur Poynting représente alors l'énergie sortant de V. Dans le cas d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique dans le vide, voici le champ électrique par exemple qui s'écrit comme E0 cosinus oméga t moins phi. B a une autre phase ici, mais s'écrit de la même manière. Je prends la notation complexe, pour cela je mets un petit trait ici. E0 EJ oméga, c'est égal à E0, donc ce E0 complexe, c'est E0 fois EJ phi qu'on avait vu tout à l'heure, fois EJ oméga, la même chose pour le B. La moyenne temporelle de P, par définition, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à t du vecteur Poynting, E vectoriel B sur mu 0, d'accord, mais je dois tout simplement multiplier par le nombre complexe conjugué de B. Je prends B, c'est-à-dire je vais mettre tout simplement moins J ici. Et ça, c'est égal tout simplement à 1 demi sur mu 0 de la partie réelle de E croix B conjugué bien sûr, T étant la période de l'onde plane, et B étoile est le complexe conjugué de B. Et je vous remercie. Attendez une autre vidéo, je vais traiter un exercice complet sur le calcul des champs électriques aux champs magnétiques associés à une onde plane, ainsi que le flux d'énergie transporté et quelques calculs sur la propagation d'une manière générale. Encore une fois, merci.